On y va? Bien. Vous m'entendez? Même en haut? Vous m'entendez bien en haut? Ça va? Bougez le pouce? Très bien. Merci, comme sur Facebook. Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Mille excuses pour ce changement de programme, évidemment involontaire, enfin indépendant de ma volonté plutôt. Et je dois dire bravo, félicitations à Stéphanie et son équipe pour avoir fait preuve d'agilité. On se parle souvent en management d'agilité. Je crois que la meilleure preuve en management, c'est aussi l'exemplarité. Et là, j'ai la barre haute puisqu'il va falloir aussi que je fasse preuve d'agilité, aussi bien que ce comité d'organisation a su faire. Alors, j'aimerais partager avec vous le modeste savoir que je dispose en matière de connaissance du cerveau, en matière de fonctionnement du cerveau, parce qu'il vous faut vous préparer à une révolution, à un tsunami qui nous arrive, qui à peu près, dans la magnitude, est identique à ce qui s'est passé il y a 20 ans avec l'arrivée du digital, qui a produit des CDO, des Chief Digital Officers. Eh bien, aujourd'hui, la vague des neurosciences va produire des CNO, et ils sont là, des Chief Neuroscience Officers. C'est-à-dire qu'on peut définir, et on va le faire ensemble, le profil idéal du manager neuroamical. Vous me suivez? On va comprendre pourquoi il y a des résistances au changement. Pourquoi, quand vous vous placez devant une entreprise et vous comptez le nombre d'employés qui passent, quand vous en avez compté 100, eh bien, il n'y en avait que 12 qui étaient motivés. Dans quel système sommes-nous en train d'évoluer, de construire nous-mêmes, quand nous produisons quasiment 90% de gens démotivés? La raison pour laquelle je dois être impérativement demain à Paris, c'est parce que je travaille avec Blanquer et nous réfléchissons sur la neuroéducation. C'est la même chose. Pourquoi à l'école, presque 9 enfants sur 10 sont démotivés? C'est la même chose. Pourquoi sommes-nous autant démotivés? Eh bien, voilà, le manager neuroamical va essayer de comprendre un tout petit peu ce qui se passe dans le cerveau pour qu'il puisse définir de façon objective et scientifique ce qu'est le leadership, le charisme, la compassion. On parlera d'empathie. Et finalement, si j'ai une seule chose à vous dire, et après je m'en vais, c'est qu'on ne manage pas les gens. On les aime. On ne motive pas les gens. Ça ne marche pas avec l'injonction. Bouge tes fesses, remue-toi. On ne motive pas les gens, on leur fait confiance. Alors, je vous demande de prendre ça d'abord comme du prêt-à-penser, et puis ensuite, on va plutôt prendre les chemins de la maïeutique, et on va faire l'effort de comprendre pourquoi je vous ai dit ça en préambule sans avoir fait la démonstration. Mais je suis avec vous pour vous faire la démonstration scientifique de ce que je viens de vous dire. Donc, on ne ménage pas les gens, on les aime. On ne motive pas les gens, on leur fait confiance. Eh bien, aujourd'hui, c'est cette diapositive, ce qu'elle essaye de résumer, c'est que cette science que je représente avec vous ce soir est assez mûre pour offrir une connaissance qui va être transformée en outil. De ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous devriez y voir, si je ne suis pas trop confus, des outils au quotidien de management. Parce qu'on a quitté les dogmes, on a quitté les querelles d'école, le constructivisme, cher à Piaget, Dolto, bullshit, hein, comme disait Vauquiez. C'est devenu maintenant, dans toutes les écoles de management, on doit dire bullshit. Donc ça y est, je l'ai dit, je l'ai placé. Mais oubliez cerveau droit, cerveau gauche, bullshit. Tout ça est faux, c'était des opinions. Les gens avaient des points de vue dogmatiques. Et aujourd'hui, la science, justement, infirme et ne confirme pas. L'idée d'un cerveau droit, d'un cerveau gauche, mettez-le à la poubelle. Ceux qui vous parlent de ça, vous leur faites ça. D'accord? Donc je suis là pour réparer un tout petit peu et faire disparaître les neuromythes, les croyances que l'on a sur le fonctionnement du cerveau qui sont fausses. Alors c'est bien l'école de Palo Alto, c'est bien, mais on est bien au-delà. C'était en 70.
On n'avait pas encore ouvert la boîte et regardé comment fonctionne le cerveau. Donc aujourd'hui, on va voir un tout petit peu comment ça marche. Bien. Pour ça, 4 points. 4 points. Le premier, c'est d'expliquer que s'il y a bien une fonction, une raison d'être du cerveau, c'est donner du sens au changement. Le cerveau est un organe qui aime bien les emmerdes. C'est un organe qui adore solutionner les problèmes. Et si vous voulez vous reposer, je vais vous dire une chose que vous allez vous faire tatouer pour ne pas l'oublier, et après vous vous reposez. Le cerveau se nourrit du changement et se détruit de la routine. Ce n'est pas une injonction. Comme ça, un jour, j'aurais lu 50 nuances de gris. J'ai découvert que ça fait du bien de se faire du mal. Non, ce n'est pas le cas. Simplement parce que aussi dans mes activités, j'encadre des services hospitaliers où on travaille sur les troubles de la maladaptation. Et quand on voit que des gens ne sont pas adaptés, on voit bien qu'ils ne sont pas adaptés au changement. Et ils ont les bras qui tombent. Et ça s'appelle anxiété, stress chronique, dépression, burn-out. Vous voyez ? Et donc, je ne suis pas là pour vous parler des risques psychosociaux. Je suis au contraire là pour vous dire que ce qui leur est arrivé, c'est simplement qu'on n'a pas su mettre en place des méthodes de management pour que l'épanouissement, pour que le désir puisse, par exemple, s'exprimer. Donc, le cerveau est un organe qui aime le changement, qui se nourrit du changement, à condition que le sujet soit porteur de sens, qu'il ait du désir à ce changement, qu'il soit un acteur et pas un spectateur. Deuxièmement, certes, le changement, il nous en faut, mais tout dépend le tempo. Et là encore, on va définir dans le profil idéal du manager neuroamical celui qui va pouvoir protéger ses employés. Protéger de quoi ? De l'infobésité. Trop d'informations. Vous voyez ? Dans les années 80, on a vu la junk food arriver, et c'est pareil paradoxal, mais c'est les foyers les plus pauvres, les gens qui avaient des pouvoirs d'achat les plus faibles, qui sont devenus obèses. Quand vous faites des statistiques, et malheureusement j'en fais souvent parce que je suis membre de l'Académie européenne des sciences, et à ce titre-là, tous les ans, on fait des rapports. Quand vous voyez ce qui s'est passé dans les années 80, vous voyez l'obésité augmenter sur la planète, surtout pour les gens qui n'ont pas les moyens. Eh bien, ce que je vois arriver avec le digital, c'est la même chose. C'est les foyers les plus défavorisés qui ont les enfants qui sont rivés sur des écrans à 6 heures du matin, jusqu'à 23 heures, ils sont dans le lit avec une couette. Dessous la couette, ils ont la tablette, vous voyez ? Ils ont du mal à décrocher. Et puis, il y a les enfants de la Silicon Valley, dont papa et maman sont impliqués dans les GAFA. Et eux, ils sont intelligents. Ils mettent leurs enfants dans des établissements où il n'y a pas de numérique. Parce que le leader de demain, le manager de demain, c'est celui qui sait faire de la gonflette intellectuelle. Il sait qu'il a besoin de se connecter. On n'est pas des moines, mais qu'il a aussi besoin de se déconnecter. Et celui qui restera toujours connecté sera un robot, sera dans des processus automatiques du cerveau, et il va fonctionner avec une intelligence dégradée. C'est ça l'enjeu de demain. Il y aura des robots, des humains robots, des personnes qui vont être asservies par le digital. Puis il y a les gens clairvoyants. On reviendra, réfléchissez un tout petit peu sur les grandes découvertes de cette planète. Il y en a un qui était dans sa baignoire. Il a senti une poussée qui allait du bas vers le haut. Il y en a un, il s'appelle Archimède, pour ceux qui dormaient. Il y en a un autre qui était assis sous un pommier et il a senti une poussée qui va à l'inverse, du haut vers le bas. Il s'appelle Newton. Il y en a un autre qui avait trop mangé à Zurich et qui s'embêtait dans un bureau, il mettait des coups de tampon sur des brevets. Il s'appelle Einstein. Et sa relativité générale, il a fait un jour où il s'ennuyait énormément et il mettait des coups de tampon, donc il s'est évaporé. Vagabondage intellectuel. J'arrête d'être connecté. Vous voyez, ces grandes inventions n'ont pas été faites quand vous étiez entouré d'experts, avec 10 écrans autour de vous, le téléphone qui vibre, et 4 personnes qui vous parlent, les meilleurs du monde, les meilleurs experts qui vous parlent en même temps. Ce n'est pas dans ces conditions-là qu'on a réussi des innovations dites disruptives. C'est au contraire quand nous étions au repos, silencieux, connectés à soi-même. L'injonction de Socrate, connecte-toi toi-même, oubliez-la. C'est connecte-toi à toi-même, l'injonction de Yeddo. D'accord ? Ça, c'est mon deuxième point. C'est donc le manager neuroamical, il nous protège de l'infobésité. C'est lui qui rythme le tempo de l'information que vous allez recevoir. Et
on comprendra que si nous vivons un rapport au temps qui est le rapport idéal, je vous rappelle que le rapport idéal pour le cerveau, c'est 3 temps et pas un seul. Le passé, le présent et le futur. Quand vous vivez le digital, vous vivez qu'un seul temps. Je veux tout ici et maintenant. Le collègue qui vous a envoyé un mail, et il attend. Moi, des fois, je me protège de l'infobésité, mais par moments, je m'expose. C'est quand je vais aux toilettes. Il y a un long couloir, et là, je me fais toujours interpeller par un collègue qui me dit « Mais tu n'as pas répondu à mon mail ?» Et oui, mais tu me l'as envoyé il y a combien de temps? Il y a 5 minutes. Lui, il faut le prendre et lui expliquer qu'il est nocif pour lui-même et le groupe. Parce qu'il veut travailler en temps réel, le présent. Mais non, j'ai 3 temps, le passé, le présent, le futur. Et le futur, vous allez comprendre ce que c'est. C'est le désir. Or, ceux qui vivent le temps présent font disparaître le désir au profit d'une autre dimension temporelle, c'est le plaisir. Et ça, c'est un drame. Quand le désir disparaît, les gens sont plus porteurs de projets. Il n'y a plus d'objectifs. Il n'y a plus de résilience. Il n'y a plus de vertu à l'échec. Enfin, je pourrais vous faire 4 heures sur les vertus de l'échec. Hein. Quand je parle de ma carrière, c'est jonché d'échecs. Et enfin, c'est un préambule au pot que vous allez avoir tout à l'heure. Il y a une partie de notre cerveau qui se nourrit de l'autre. Là aussi, si vous avez besoin de vous assoupir, je vais vous dire une chose importante et après vous fermez les yeux. Le cerveau humain est un organe qui doit être considéré comme une chambre d'écho de l'autre. Quand l'autre n'est plus là, il continue à raisonner grâce à un dispositif comme par exemple les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'il faut voir aujourd'hui l'avènement des réseaux sociaux. C'est comme ça qu'il faut voir l'arrivée des tutoriels qui font que, tiens, moi j'ai passé 5 heures à remplacer la courroie de ma machine à laver. Eh bien, je n'ai pas envie que vous passiez 5 heures. Et je vais mettre un tutoriel. En 5 minutes, vous avez compris comment vous allez changer la courroie. Nous sommes dans cette dimension-là aujourd'hui, de plus en plus, vers le cerveau social. C'est-à-dire que c'est une... Et là, je pourrais aussi parler beaucoup sur ça parce que c'est très important. C'est une espèce de synthèse qui est en train d'être faite entre 2 injonctions paradoxales. Je dois nourrir le jeu, et vous le voyez dans la génération, non pas Y, elle est révolue, c'est la N pour Narcisse, c'est la génération des selfies, du iPhone, du iBook, du iMac, Mais en même temps, pour se dédouaner, puisque je pense trop à moi, j'ai aussi besoin de penser au collectif. Vous allez aller au restaurant avec vos enfants adolescents, et puis le plat arrive, tac, ils font une photo, c'est parti pour faire participer ceux qui ne peuvent pas manger la même chose, vous voyez? Mais c'est intelligent, et je vous en parlerai pourquoi. En tout cas, c'est là où nous allons voir qu'il existe une trajectoire de l'humanité qui est en train de se singulariser par rapport à ce que nous avons laissé derrière nous dans les objets digitaux. Nous avons téléchargé une partie de notre intelligence, mais du coup, ce n'est pas la peine de continuer à travailler de façon automatique. On a délégué. Ce n'est pas à des managers que je vais expliquer ce que c'est que le pouvoir de la délégation. Surtout, vous n'allez pas faire le travail que vous avez délégué. Ne travaillez pas en automatique tous les jours à répondre à vos mails automatiquement. Si vous ne savez pas faire autre chose, un jour, on vous remplacera, on vous dira « t'assois pas autant de travail, ce n'est pas la peine, on a mis un algorithme à ta place ». Parce que de toute façon, tu fais que répondre à tes mails, et pour tracer un peu les neurones, tu passes sur un tableau Excel, et tu reviens ensuite à tes mails. Bon, ben ça, c'est du travail automatique. On peut écrire un algorithme à votre place. Donc, réfléchissez un tout petit peu à la valeur ajoutée que vous avez, vous, en tant qu'humain, quand vous venez au travail. Et je parle beaucoup, là, surtout aux managers, qui doivent créer du désir. On revient sur ce terme-là. Est-ce que ça vous va? C'était mon préambule et c'était une mise en bouche. Alors, premier point, l'organe du changement. L'organe du changement, c'est comme je vous l'ai dit, le cerveau se nourrit du changement, il se détruit de la routine. Eh bien, ce n'est pas une injonction comme ça qui m'est passée par la tête, c'est simplement une partie de mon activité, je la passe à regarder sous le microscope des cerveaux. Et je vous rassure, c'est post-mortem. On les débite en tranches. Et quand vous regardez un cerveau sous un microscope, vous ne pouvez pas dire quel âge avait le sujet. Contrairement à d'autres organes, si vous regardez la peau, les muscles, les tendons, les vaisseaux, vous pouvez dire quel âge avait le sujet lorsqu'il est mort. C'est comme ça qu'existe la médecine légale. Vous pouvez dater le cadavre. Mais quand on regarde un cerveau, on ne peut rien dire de son âge. On peut dire, voilà ce qu'il faisait avec son cerveau. Si je tiens le cerveau de Jean d'Ormesson, j'ai l'impression d'avoir, quand je le regarde, un cerveau d'adolescent.
Et puis malheureusement, et vous en avez peut-être autour de vous, j'espère pas trop, il y a des jeunes qui sont déjà des vieux, réfractaires au changement. Donc vous voyez que le cerveau est le seul organe qui échappe à la flèche du temps. Il n'est que ce que l'on veut bien qu'il soit de par notre comportement. Donc les belles images colorisées que vous voyez dans les magazines, eh bien, vous allez les oublier parce que avant, et je vous le dis modestement, avant et après cette intervention, si vous êtes un tout petit peu surpris, alors il y aura des changements dans votre cerveau. Et ce qui est plus intéressant, ce n'est pas de regarder la structure, c'est le delta. Est-ce qu'il évolue? Quelqu'un qui a atteint de maladaptation, qui est stressé, qui est un anxieux, qui est un dépressif, qui est atteint de burn-out, sa dynamique cérébrale a disparu. Donc la seule image de votre cerveau que vous pourriez garder à l'esprit, pour ceux qui êtes allés à Barcelone, vous avez peut-être vu une basilique qui s'appelle la Sagrada Familia. Eh bien c'est ça notre cerveau. C'est en fait un chantier avec des grues partout. Et tant que ce cerveau reste stimulé, informé, avec de l'information qui change, alors le chantier est maintenu et la dynamique cérébrale est toujours présente. Le jour où vous allez dire « Ah non, non, ça c'est pour les jeunes, c'est pas pour moi », là vous mettez un âge à votre cerveau. D'accord ? Donc comprenez-le, et si vous n'avez pas compris, s'il y a du temps, je répondrai à des questions. Mais je vous démontre que le cerveau est un organe qui se nourrit du changement par cette image-là, qui est en fait tirée d'une lithographie de Martin Escher, le père de l'école des surréalistes, que vous connaissez puisque c'est lui qui fait les fameux escaliers qui donnent l'impression de monter. Ce qui m'est plus utile ici, c'est en fait une main qui tient un crayon. Ça, c'est le principe de Hannah Arendt, sociologue, philosophe, qui a défini l'espèce humaine comme étant une espèce qui invente des outils. Et donc la culture, puisque j'invente l'outil, j'invente le mode d'emploi et je transmets. Ça, c'est les Homo faber, il fabrique. Au bout de cette main, il y a un cerveau. Mais ce que j'aimerais partager avec vous ce soir, pour les Happy Few, c'est que l'usage des outils qui ont été inventés par les autres, Steve Jobs est passé par là. L'usage de cet outil me permet de dessiner une main. Que fait la main artefactuelle? Elle modifie le géniteur. Quand Steve Jobs est passé par là, le fait que j'utilise mon cerveau sur un clavier, je suis en train de modifier ma mémoire. Je ne suis pas un digital native. Donc moi, si on me dit 1515, automatiquement, je dis Marignan. Mémoire sémantique. Vous prenez un digital native, vous lui dites 1515, il ne sait pas, donc il va chercher sur Internet, et il vous dit, ah ben c'est Marignan, il vous raconte l'histoire de François Ier. Un mois plus tard, vous l'interrogez. Qu'est-ce que je t'avais posé comme question il y a un mois? J'ai oublié. Alors vous dites, c'était 1515. Quel était le résultat que tu m'avais donné? Tu étais très fort. Il a oublié le résultat. Donc, le digital native n'utilise plus la mémoire sémantique. Il se fout de la question, il se fout de la réponse. Parce que ce qu'il a retenu, c'est le process. C'est astucieux. Devant nous, on voit la mémoire sémantique disparaître au profit d'une mémoire procédurale. C'est intelligent. C'est l'illustration, ici, de cette main qui tient un crayon qui modifie le géniteur. Vous voyez, tant qu'on aura des ingénieurs autour de nous, tant qu'il y aura des urbanistes, tant que nous vivrons le changement, comme nous dit la philosophie bouddhiste, rien n'est permanent, sauf le changement. C'est le paradoxe de la Reine Rouge. Nous vivons dans un monde qui bouge, eh bien, notre condition pour rester et connaître le bien-être, c'est d'avoir une dynamique cérébrale en phase avec la dynamique dans le monde dans lequel nous vivons. Voilà. Quand vous avez bouclé la boucle, vous connaissez le bien-être. Quand vous dites « ça, c'est pas bon pour moi » et vous commencez à vous attacher juste à une seule attitude, celle de chercher la routine, vous cassez la boucle et ce cerveau ne se nourrit plus du changement. Il se détruira de la routine. Cette histoire, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas empruntée à 50 nuances de gris. Elle est simplement l'histoire de l'odyssée de l'espèce humaine. Pendant plus de 8 millions d'années, le cerveau de nos
ancêtres hominidés est resté verrouillé à 500 cm3. Messieurs, je peux vous dire qu'avec 500 cm3, on n'ouvre pas une canette de bière en grignotant des chips et en regardant un match de foot. On n'arrive même pas à faire ça. À 500 cm3, en fait, on ne fait pas grand-chose. Mais ça va quand, à cette époque, le monde, l'écosystème dans lequel nous évoluions était stable. La température diurne et nocturne était de 25 degrés. On avait juste à s'abaisser pour manger les fruits. Et pour avoir un peu nos apports de protéines, on trouvait les cadavres autour de nous et ça nous suffisait. Un monde qui ne change pas, un cerveau de 500 cm3. Et vous voyez ce qui a fait décoller le volume du cerveau? Il y a 3 points disruptifs. A, B, C. A, c'est l'invention du feu. Quand vous criez « à table », on prend le repas de façon synchronisée. C'est-à-dire qu'à table, le foyer, c'est l'invention du feu, c'est la possibilité de partager une communion d'opinions. Ce n'est pas pour rien que quand on fait des statistiques, on compte le nombre de foyers dans un pays. Parce que le nombre de foyers, c'est le nombre de communions d'opinions. Donc, je vous fais là, très rapidement, le cuit et le cru. D'ailleurs, si vous voulez, j'enverrai ça à Stéphanie, une liste d'ouvrages à consulter après mon intervention. En fait, moi, je suis là juste pour créer une étincelle. Hein, c'est le principe de la classe inversée. Vous allez faire le travail à la maison, avec une liste de 25 ouvrages que vous pourrez consulter. Mais c'est comme ça. Donc, le cerveau a d'abord décollé lorsque nous avons inventé le feu. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, il y a plein d'autres choses avec le feu. Mais une chose peut-être importante, puisque vous êtes des managers et vous êtes peut-être déjà des chefs d'entreprise, vous avez appris à dompter la peur. En fait, la peur, on l'a domptée dès lors qu'on a inventé le feu. Parce que là, je vais vous faire la caverne de Platon. Vous ne pouvez pas apprendre si vous n'êtes pas serein. Là, vous êtes en train de m'écouter, mais parce que vous n'avez pas peur qu'un tigre vous saute sur les dos. Et c'est ce qui s'est passé dès lors qu'on a maîtrisé le feu. On peut mettre des vigiles devant une caverne, mettre des enfants ou adultes à l'intérieur, et on leur explique, et ils apprennent, et ils retiennent. Donc, vous voyez, le feu, c'est la maîtrise de la peur. Ceux qui ont des enfants de bas âge, moins de 7 ans, voient très bien de quoi je parle. Quand vous les embrassez, vous avez oublié d'allumer la veilleuse, vous les plongez dans le noir, eh ben, ça couine, hein. Et vous allez revenir, vous, avec le cogito ergo sum, la conscience, et vous allez expliquer à l'enfant, mais non, n'aie pas peur, sois pas terrorisé, il n'y a pas de loup, regarde sous le lit, vous ouvrez les placards, regarde, il n'y a pas François Hollande dans les placards, tout va bien. Et dès que vous refermez la porte, l'enfant va pleurer de nouveau. Mais pourquoi pleure-t-il? C'est ses ancêtres qui pleurent, qui avaient peur, avant l'arrivée du feu, étaient terrassés par l'arrivée du crépuscule et du coucher de soleil. Parce que quand on n'avait pas le feu, on était hyper vulnérable. On n'est pas bon avec le nez, hein. On ne voit pas avec les yeux dans le noir. On n'est pas bon dans les infrarouges. Zéro. Donc, on était condamné à se cacher sous les feuilles ou à arriver perché sur un arbre. Vous imaginez, quand vous dormez d'un arbre, ça peut faire mal sur la tête. Et donc, c'était un moment de terrassement. Enfin, tout ça pour vous dire que le point A fait que déjà, on voit le cerveau qui commence à décoller. Le point B, c'est on tombe des arbres parce qu'il y a un réchauffement climatique où on invente la bipédie. Et oui, là aussi, il y avait des migrants sur la planète. La bipédie va faire qu'on va découvrir des environnements, des cascades, des chutes, la mer, la montagne, la neige. Tiens, il n'y avait pas Hermès, on va devoir découvrir la fourrure. Il va falloir se couvrir, etc. C'est arrivé grâce au cerveau. Les solutions ont été trouvées grâce au cerveau. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas pu faire cet effort, qui ont fait appel au darwinisme, que vous connaissez, la sélection naturelle dans le monde de l'entreprise, eh ben, c'est pas bon, car on est trop lent. Vous avez les dinosaures, ils faisaient appel au darwinisme. Une entreprise bien pyramidale. Le diplodocus, c'est un herbivore, alors il mange de l'herbe. Et le tyrannosaurus, c'est le PDG. C'est un carnivore. Entreprise pyramidale, c'est stable quand ça ne bouge pas. Mais vous savez ce qui s'est passé. Il y a eu cette météorite qui est tombée dans le Yucatan, qui a, effet papillon, produit une éruption volcanique dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'Indonésie, et la Terre s'est trouvée recouverte de cendres. Donc, la photosynthèse ne s'est plus faite. La Terre qui était verte et bleue, eh ben, elle est devenue bleue toujours, mais marron, il n'y a plus d'herbe, et les arbres sont devenus que de la cellulose. Et donc, les diplodocus ont disparu.
Et donc le Tyrannosaurus en haut, ben, il est tombé de son piédestal, il a disparu. Ils n'ont pas fait appel à l'intelligence. Vous voyez? Donc on comprend que A, B et C, c'est l'invention, c'est le social, c'est moins 4500 ans avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on fait? Entre l'Euphrate et le Tigre, là où ça pète en ce moment-là, en Syrie, on invente l'écriture cuniforme avec les Sumériens. Et là, on va donc inventer, on va être maître et possesseur de la nature, comme nous dit Descartes, on va maîtriser la nature, on invente le chiffre, l'écriture, on va consigner le nombre de grains qu'on a mis dans un bâtiment, donc on va du coup maîtriser le village. Vous voyez, c'est la société qui se développe, etc., etc. Eh bien, vous voyez que devant ces changements de rupture, le cerveau décolle. Et il y a un point D que je pourrais rajouter qui est arrivé au XXe siècle. Et vous voyez ce que c'est, D comme digital. Mais comme le cerveau il a déjà atteint un volume considérable, 1500 cm3, si vous avez un cerveau plus gros, vous n'allez pas naître par les voies naturelles. Ce n'est pas possible. En plus, un cerveau déjà de 1500 cm3, je peux vous dire que là, pendant que vous m'écoutez, vous consommez 30 à 35% d'énergie disponible dans le corps. Donc, si on a un cerveau qui continue à grandir, il n'y aura plus d'énergie disponible pour marcher, pour digérer, pour se battre contre les microbes. Donc, on est au taquet. Donc, notre cerveau ne pourra plus continuer à enfler. Même si vous avez l'impression d'une courbe exponentielle, ça va s'arrêter. C'est obligé de s'arrêter, et ça s'est arrêté en 1989. Pourquoi 89? Ce n'est pas le mur de Berlin qui s'effondre, c'est au CERN, pas loin d'ici donc, où l'on invente le web et le partage de la connaissance, comme disait Pierre Tailleur de Jardin, la noosphère, la connaissance que l'on met en partage. Le digital est en fait cette idée que nous avons décidé de mettre une activité, une partie de notre activité mentale, de nos fonctions cognitives, dans des objets connectés. Vous voyez, c'est une démarche d'externalisation. Il y a eu plusieurs démarches d'externalisation. Je ne vais pas rentrer dans les temps, sinon j'explose mon timing, mais je vais quand même le dire. Première externalisation, c'est Néandertal qui invente le propulseur du javelot. Quand vous allez sur des paléosites, visitez-les, vous verrez, le Néandertal invente le propulseur de javelot. C'est génial, puisqu'il n'a pas besoin de s'approcher de la proie et il ne se fait pas blesser comme ça. C'est une externalisation du squelette. Vous voyez, la forme du V, vous formez un couple, et vous envoyez le javelot plus loin. Deuxième externalisation, c'est plus le squelette, mais c'est le muscle, qui arrive avec la révolution industrielle. La machine. Quand vous inventez une machine, vous êtes en train d'imiter le muscle, car la machine, comme le muscle, produit de l'énergie et de la chaleur, du travail et de la chaleur. Et donc, vous allez pouvoir lever des masses, mais plus avec un squelette et un muscle, avec une grue. Et troisième externalisation, elle est arrivée donc au XXe siècle, avec l'arrivée du digital, avec l'intelligence artificielle en 1955. Et je vous rappelle que c'est du biomimétisme, l'intelligence artificielle. Ce sont les linguistes, avec les spécialistes de théorie de l'information, vont s'inspirer un tout petit peu des travaux d'Alan Turing, mais vont surtout faire du biomimétisme. Ce sont les linguistes qui vont dire comment nous produisons du sens quand nous communiquons, comment nous construisons une phrase, où est la place du sujet, le complément, etc., etc., le verbe. Et de ça va naître les algorithmes. Donc l'intelligence artificielle et du biomimétisme est une façon que l'humanité a eue de se dire bon, on va enlever notre cerveau de la boîte crânienne et on va continuer à évoluer en se débarrassant de tout ce qui est avilissant, c'est-à-dire tous les processus automatiques. Et aujourd'hui, quand je vous dis que les points A, B et C sont des changements disruptifs qui ont fait que ce cerveau a pu justement se nourrir du changement et se développer, eh bien, comme je vous l'ai dit, le point D, qui n'est pas encore marqué sur cette diapo, mais je le ferai, c'est de découvrir que mon ordinateur est bloqué. Alors, vous avez des questions ? Excusez-moi, on va devoir juste, mais ça ne va pas durer longtemps, redémarrer. Vous voyez que l'intelligence artificielle a des limites quand même. Enfin, le digital.
Voilà. Non, ça marche pas. Il n'y a plus de signal. Ah oui, c'est normal, c'est moi qui enlève. Vous me recevez? Ah. Voilà. Eh bien, la source du changement aujourd'hui, excusez-moi, la source du changement aujourd'hui, comme cette prévision de Cisco nous le montre, si un terrien en 2015 avait en moyenne 3 objets connectés, 5 ans plus tard, il aura doublé. Donc vous voyez que la source du changement aujourd'hui, c'est le digital. Le problème est que ce changement est en train de s'accélérer. Ce changement produit de l'information et un tempo de cette information qui est bien plus que notre cerveau ne peut traiter. Si vous ne me croyez pas, regardez ce site. Vous pourrez le consulter à la maison ce soir. Il s'appelle Worldometers. 7,6 milliards de terriens. Moi, je tire mon chapeau, vous êtes là, vous êtes serein. Pendant ce temps-là, votre boîte email est en train d'exploser. Eh bien, je dis bravo. Vous levez la tête, vous êtes déconnecté. Et à la fin de la journée, il y aura eu 250 milliards de mails qui auront circulé pour 7,5 milliards de terriens. Vous faites le ratio, c'est à peu près un terrien envoie en moyenne 35 mails. Comme tout le monde n'a pas accès à Internet, je dirais qu'il y en a qui abusent. Ils sont peut-être parmi nous, hein. Donc mon deuxième point, là, c'est de dire que le danger de l'humanité, c'est de faire face à cette surproduction d'informations, bien plus que nous ne pouvons traiter. Et donc, comme je vous l'ai dit en préambule, le manager neuroamical, premièrement, c'est lui qui nous protège de cette surcharge d'informations. C'est celui qui va nous dire, attention, il y a information qui nous fait savoir et il y a information qui nous fait comprendre. Si vous ne voyez pas la différence, regardez ce soir le journal télévisé de TF1 et ensuite regardez un documentaire sur Arte. Vous verrez ce qu'est l'information qui fait savoir et l'information qui fait comprendre. Il y a une notion temporelle. Si on me donne une information toutes les 15 secondes, toutes les 30 secondes, et on passe d'une information à une autre, on me fait savoir, mais pas comprendre. Pour comprendre, j'ai besoin de ruminer. Cette information qui m'a fait savoir, je vais la transformer en comprendre. Et voilà le danger, c'est voir nos chiffres arabes ou romains de nos cadrans être remplacés par des logos. Car là, le digital, comme je vous l'ai dit en préambule, a une des grandes conséquences et un danger pour l'humanité, c'est de nous faire vivre qu'un seul temps, le présent. La dimension passé, futur et présent sont fusionnés en une seule dimension, c'est le présent. Donnez une tablette à un enfant, vous lui dites « je t'autorise 1 heure », vous venez 4 heures après parce que vous avez oublié, mais il sera en rébellion, il dira « mais ça fait 5 minutes », parce qu'il ne vit qu'un temps. Et c'est ce qui est arrivé à ce pauvre Lycédol. Vous savez, on parle de Jésus-Christ comme étant une référence pour l'humanité, il y a eu avant et après, mais il y a aussi Mars 2016 qui est avant et après Lycédol. Lycédol va jouer contre, donc je vous rappelle que Lycédol est le meilleur joueur de Go du monde, c'est un Coréen, et Lycédol va jouer contre un algorithme de chez Google, Alphabet. L'algorithme s'appelle AlphaGo. Et Lycédol va dire, écoutez, terrien, vous pouvez dormir tranquille. Certes, en 97, Garry Kasparov s'est fait battre au jeu d'échecs, mais c'est normal que l'ordinateur batte le meilleur du monde aux échecs, parce que les échecs, c'est qu'un jeu de mémoire. Mais le jeu de Go n'a pas de structure particulière, il se joue au feeling et par l'expérience. Donc, il nous dit, vous pouvez être tranquille. Et il entame sa partie et il perd. Il entame sa deuxième partie et il perd. Là, il dit aux journalistes, oui, vous savez, c'est pas facile de jouer contre un robot, mais vous inquiétez pas, demain, je vais me concentrer. Et la troisième partie, il la joue, il est très stressé parce que ça fait 2 fois qu'il perd. On joue en 5 fois, mais si vous perdez 3 fois de suite, vous avez perdu la manche. Donc la troisième partie, il la joue angoissé, hein.
stressé même. Et il perd. Donc, officiellement, il a perdu. Ce que vous verrez dans tous les sites web, les magazines, les ouvrages, vous apprendrez que mars 2016 est la défaite de l'humanité vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Et c'est pas vrai. Ce que dit Trump, fake news. C'est pas vrai, parce que si vous faites une radioscopie, ça s'est pas arrêté là. Lee Sedol a joué une 4e partie le lendemain. Mais Lee Sedol, la 4e partie, il a joué dépité, dégoûté. Il s'est mis à pousser les pions de telle manière qu'à chaque coup, l'algorithme se dit « Oh là là, ce coup-là, on ne me l'a jamais fait. Wow, et celui-là non plus. » C'est-à-dire que l'algorithme n'avait pas, dans son référentiel, dans Big Data, il ne savait pas où était la solution à tous les problèmes que lui posait l'humain. Et Lee Sedol a gagné la 4e partie. Quand est-ce qu'il a gagné la 4e partie? Quand enfin Lee Sedol est devenu un humain et pas une machine. Les 3 parties qu'il a faites en étant très concentré et en jouant automatiquement, il s'est fait battre contre un algorithme. C'était normal. La 4e partie, il a gagné quand il a mis des émotions dans des processus de décision. Vous comprenez la valeur ajoutée que nous avons, nous, quand nous venons au travail, qu'un algorithme n'aura pas? Alors, il y en a plein qui ont reçu la convocation de venir ce soir. Ils ont dit, très poliment à Stéphanie, « Non, merci, j'ai pas le temps. » Vous voyez, c'est ceux qui tirent le chariot, là. Ils ont plein de mails à traiter. Et ils ont plein de tableaux Excel à traiter. Et vous voyez ce qui est affligeant, le premier de cordée, comme disait l'autre. Il est fatigué. Et moi, ce que je vois au quotidien, c'est des gens fatigués psychiquement, qui conduisent ces personnes à 4 heures de l'après-midi. On dit, il a pété les plombs. Oui, il a épuisé ses réserves psychiques d'adaptation. Et le pire est la panne sèche dans la créativité et l'innovation. Ils vont passer, ces 2 bonhommes-là, qui travaillent à tirer une roue carrée, à se fatiguer. Et il y en a un à côté qui a fait une grande découverte, mais ils n'ont pas le temps de la voir. Ils vont rater plein d'opportunités. Parce qu'ils sont dans des processus automatiques. Ils répondent aux mails immédiatement quand il arrive. Ils se mettent à réfléchir aussi vite qu'un algorithme. Alors, peut-être que vous ne me croyez pas, donc j'en fais la preuve scientifique. J'ai pris un jour un ami. Alors, je le mets au passé, c'est plus mon ami. Et vous voyez, je l'ai bombardé de questions. Je lui ai dit, tu vas être comme un manager, un chef de projet. Il faut que tu résolves les problèmes que je vais te poser. Alors, comme il est allongé, quand vous voyez action, vous voyez, c'est la question qu'il lui posait, il réfléchit, action. C'est-à-dire qu'il est obligé de simuler l'engagement au tennis. Et donc, vous avez vu des territoires qui se sont activés. Cognition, là, je lui ai demandé de trouver la racine carrée de chiffres, de me donner des résultats de division, etc. Vous avez vu, émotion s'est activée de temps en temps. Émotion, il entend une femme crier, qui a du plaisir, qui est terrorisée, qui est heureuse, qui est mélancolique. Perception, par exemple, vous l'avez vu s'activer. Là, je lui envoie des flux odorants sur les narines et je lui demande de me dire qu'est-ce qu'il sent. Donc, en gros, il est toujours engagé par des stimulations externes. Eh bien, vous voyez là qu'il engage des petites fractions de son cerveau. Et avec un analyste, on a développé un algorithme qui nous permet d'être dans une pièce à côté, de voir ce qui se passe dans sa tête. Et on dit, ah oui, là, il est en train de calculer. Ah, il entend une femme crier. Ah, il est en train d'engager au tennis, etc., etc. Vous voyez? Pourquoi? Parce que quand il fait quelque chose, le reste du cerveau ne travaille pas. Le bilan de ça, c'est que la plupart du temps, son cerveau, il est blanc. Vous croyez être opérationnel quand vous travaillez toute la journée, vous êtes peut-être même fier de vous, parce que vous avez passé 10 heures au travail, et finalement, vous avez été dans des processus où il y a à peine 10% du cerveau qui travaille. Alors, je vais vous dire pourquoi c'est plus mon copain. 1, parce qu'il est parti avec ma femme, mais 2, parce que je lui ai dit un truc, voilà, je vais prendre un café et je reviens dans 1 minute. Et en fait, en partant, j'ai mis un magnétophone qui le bombarde de questions, qui me remplace. Et en fait, je ne suis jamais revenu. Donc, je comprends peut-être pourquoi il est parti avec ma femme, il a voulu se venger. Mais donc, je ne suis jamais revenu. Et notre bonhomme est là, dans cette machine, à subir les assauts d'une machine qui lui pose des questions, et bababa, et bababa. Et lui, de réfléchir et de voir que de temps en temps, il se trompe, mais la machine ne corrige pas. Donc, en gros, c'est Kafka, quoi. Tiens, l'autre a dit qu'il revenait dans 1 minute, ça fait 45 minutes qu'il est dans la machine, et je suis toujours pas revenu.
Et il y a une machine qui lui pose des questions stupides parce qu'elle s'en fout des réponses. Regardez ce qui se passe 1h30 plus tard. Je vais mettre le film pour vous montrer qu'il n'est pas mort. Hein. Voilà, on met le film en route. Regardez ce qui se passe. Mon algorithme ne peut plus me dire ce qu'il fait avec son cerveau. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il fait tout maintenant. Et vous savez pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, il a baissé les bras et il s'est mis dans sa bulle. Il n'est plus dans un processus d'attention réactionnelle, il est dans un processus d'attention introspectif. Il n'écoute plus l'extérieur. Et là, il a une petite voix qui lui trouve toutes les réponses aux questions qui lui étaient posées précédemment. Là, il est en train d'innover. Vous vous rappelez Archimède? Vous vous rappelez Newton? Vous vous rappelez Einstein? Ils n'étaient pas dans une activité débordante, ils étaient au contraire comme lui, là, allongés dans une machine, avec un tout petit brouhaha de bruit de fond. Son cerveau divague. J'appelle ça du vagabondage intellectuel. C'est des périodes qui disparaissent aujourd'hui, malheureusement. À vous, en tant que manager, de les réintroduire. Et la table de ping-pong ne suffit pas. Je sais que ça fait bien, ça fait Jones dans les startups, mais ça ne suffit pas. C'est un moyen, mais il y en a d'autres. Et j'aime bien cette phrase de Poincaré qui dit « Je trouve quand je ne cherche plus ». Quand vous lisez tous les livres qui traitent de l'innovation, vous allez toujours tomber sur, par exemple, Tesla, ou vous allez tomber sur Edison. Edison, il dit « To have great ideas, have no idea ». Vous voyez, pour innover, cherchez pas. Ça viendra tout seul. C'est la même chose. Alors, troisième point, le cerveau du désir. C'est l'idée ici que j'aimerais partager avec vous sur le fait que le cerveau vit 3 temps. Le premier temps, alors vous savez, celui qui a d'abord théorisé les 3 temps, c'est saint Augustin. Et je vous encourage à lire le livre 11 des Confessions, page 333. Saint Augustin nous parle du présent du passé. C'est donc la fonction mnésique. C'est-à-dire que grâce à notre cerveau, nous pouvons voyager dans le temps. Nous pouvons voyager dans le passé et dans le futur. Mais dans le passé, comme j'ai plus beaucoup de temps, j'aimerais juste vous mettre en garde sur une chose très importante. Le talon d'Achille de la mémoire, la faiblesse de la mémoire, si vous voulez, c'est le plaisir. C'est-à-dire que la faiblesse de notre mémoire, c'est de ne garder dans notre mémoire que des informations qui ont été acquises dans un contexte d'adversité, de défaite, d'écueil. Vous voyez, j'aurais pu arriver en retard à cette réunion et je me serais évidemment confondu d'excuses auprès de Sophie en disant « Oui, à la SNCF, ils font jamais leur boulot. Voilà, à la fin de cette rencontre, j'aurais encore de nouveau présenté mes excuses pour ce retard. Puis ce soir, en rentrant, j'aurais expliqué à ma famille que j'ai vu les gens les plus brillants de Grenoble, mais je suis arrivé en retard, c'était très grave à cause des syndicalistes qui font jamais leur boulot, blablabla. Mais dans cet état-là, j'oublie que j'ai pris 100 fois le train, que je suis arrivé toujours à Grenoble à l'heure. Et qu'en plus, la mission primaire et prioritaire de la SNCF, c'est de m'acheminer d'un point A à un point B, sain et sauf. Et ça a été réalisé. Vous voyez? Et ça, je l'ai oublié quand je râle. En revanche, je n'oublie pas, puisque j'en parle encore le lendemain, je n'oublie pas cet événement qui m'a fait que j'arrive en retard. Et c'est comme ça que certains peuples, mais les Français moins que d'autres, ont inventé et utilisent ce qu'on appelle la psychologie positive. Il s'agit d'avoir une attitude consciente pour mettre des informations positives dans cette mémoire, de façon à ce qu'elle ne soit pas polluée par l'amoncellement d'informations négatives. Car l'amoncellement d'informations négatives, si on n'est pas un bon manager de ces informations-là, ben, ça va transformer n'importe quel optimiste en pur pessimiste au fur et à mesure qu'il avance dans la vie. D'où l'importance donc de se mettre dans cette attitude où, tiens, voilà, je suis sous la douche, je suis dans un moment, et c'est un temps à moi, et là, je vais me remémorer 2, 3 grandes raisons d'être heureux. Il y en a toujours au moins une, même quand vous avez très mal au dos, par exemple, c'est qu'un jour, peut-être vous n'aurez plus de douleur, mais vous serez dans une caisse en bois. Voyez. Donc, finalement, tant que j'ai mal, c'est que je suis vivant. Ça, c'est l'attitude de la psychologie positive, vous voyez.
Deuxième temps, le présent du présent. Pour Saint-Augustin, ça s'appelle la contemplation. Eh bien, dans le présent du présent, là, je parle au manager, vous devez savoir une chose très importante, c'est que nos actions en présentiel sont déclenchées par de la motivation. Et nos actions, quand nous sommes en train de vivre le présent, comme nous le faisons maintenant, ces actions sont évaluées en permanence par un espèce de juge que l'on a dans le cerveau. Ici, je vais l'appeler E pour l'évaluateur. Si vous voulez vous documenter sur ça, vous allez trouver sous un terme générique les systèmes de la récompense, qui est en gros un système qui me dit ton action, elle est congruente par rapport à la motivation. Vous voyez, j'ai par exemple la teneur en sel qui monte dans mon sang, eh bien, la motivation, c'est débrouille-toi, mais il y a une courbe là qu'on veut inverser. Donc, je déclenche de l'action, je trouve un distributeur dehors, je mets mon gobelet, puis écrit sur un bandeau, mais je ne lis pas le chinois, ne pas boire, on purge les tuyaux. Alors, je bois cette eau salée et acide, et là, qu'est-ce que je ressens? Du dégoût. Je recrache même cette eau. L'évaluateur me dit, Pierre-Marie, pas bien. Vous voyez, c'est le dégoût. Et un peu plus loin, je trouve une fontaine, je mets mon gobelet, c'est de l'eau douce, je bois cette eau douce, elle dilue le sel. Donc là, la motivation, c'était débrouille-toi, mais inverse la courbe. En buvant de l'eau douce, j'ai effectivement inversé la courbe. Là, l'évaluateur me dit, très bien, il m'invite à recommencer. Dans ma tête, je ressens une petite bouffée de dopamine. On appelle ça tous les jours le plaisir. Et si le sujet vit le présent en permanence, cette boucle va tellement être efficace que le sujet va déclencher de l'action sans être motivé. Vous vous rappelez mon introduction? 10% de sujets sont motivés uniquement, car le reste vivent le présent en permanence et vivent les actions sur cette boucle de récompense, c'est-à-dire que leur comportement n'est plus motivé et n'est plus même optimum, il est simplement biaisé, biaisé pour la quête du plaisir. Le plus qui nous invite à agir, eh bien, ce A de action devient A addictus. Vous vous rappelez un peu quand on a souffert en latin? Addictus, c'était l'esclave qui devait payer ses dettes à son maître. Ça veut dire tout simplement disparition du libre arbitre. Ça, on devrait l'expliquer à tout le monde. Tous ceux qui vivent le présent, vos enfants qui ne peuvent pas attendre le cadeau, le voyage, etc. Car il y a un troisième temps maintenant, c'est pour moi là où j'aime bien mettre l'humanité, dans les lobes frontaux. Vous connaissez certainement un philosophe de l'école des stoïciens que l'on appelle Sénèque et qui nous dit « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Simplement, Sénèque, avec ces termes, nous disait déjà que l'humain est la seule espèce à avoir une boussole. Il y a un cap. Eh bien, c'est ça. C'est cette partie de notre cerveau nous propulse dans le futur. Et la définition, non pas philosophique, mais neurobiologique, de ce voyage dans le futur, ça s'appelle le désir. Le désir, si vous voulez une définition, c'est la simulation de la récompense à venir. Je ne la consomme pas, je la simule mentalement. Et quand vous êtes dans cette attitude-là, que vous avez un projet, que vous avez un objectif, votre cerveau sécrète de la sérotonine. D'ailleurs, quand vous n'en avez plus, on vous donne du Prozac. Mais vous avez votre Prozac naturel, quand vous êtes porteur de projet. Et quand un sujet a eu du désir, ce qui est extraordinaire dans la nature, c'est que le système de la récompense, il est mis sous silence. Donc je vais vous la faire très court. Toute situation que vous ressentez de gratification, si elle a été précédée par une phase plus ou moins longue de simulation de cette récompense, alors votre libre arbitre s'épanouira, pourra s'exprimer. La motivation réapparaît quand le sujet a d'abord eu du désir. Mais si le sujet n'a pas de désir, alors la motivation disparaît et les actions sont déclenchées que pour une seule finalité, la quête du plaisir. Quête absolument frénétique qui conduira le sujet comme celui qui s'injecte de l'héroïne. Ce sont les mêmes processus au niveau mental. Et avec cette cartographie, maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi on peut voir 4 types de tempéraments au travail. Mais ce que je vous dis là, c'est vrai à la maison, hein. C'est vrai avec nos amis, c'est vrai aussi à l'école. Vous avez un axe qu'on appelle la satisfaction managériale. Bon, moi, je ne suis pas un manager, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais l'appeler avec mes termes
c'est du plaisir. C'est-à-dire qu'on peut mettre au point des questionnaires, vous demandez aux gens de répondre à des questionnaires sur des plateformes et vous indiquer sur une jauge qui va de 0 à 10 quel est leur degré de plaisir quand ils vont au travail. Puis vous avez ensuite des outils digitaux et d'autres méthodes qui vont vous permettre d'évaluer leur degré d'engagement, c'est-à-dire combien ils portent de désir. Et là maintenant, vous avez compris qu'il y a des sujets en bleu, en bas à droite, qui ont du plaisir, c'est très fort là sur l'axe, mais qui n'ont pas de désir. Le sujet vous dit « j'adore mon travail ». Puis vous avez une webcam qui montre que le sujet qui a dit « j'adore mon travail », il est dans un hangar, il y a des piles de cartons. Son métier, c'est d'assurer la sécurité de ce hangar, mais il a prévu qu'à 5 heures, il partirait, parce qu'il y a un match de foot. À 5h moins 10, il s'est lavé les mains, il a tout rangé. À 5h moins 5, il y a une pile de cartons qui tombe, les denrées alimentaires sont éventrées, sont par terre, et vous voyez notre bonhomme qui dit « j'adore mon travail », il a du plaisir, et c'est vrai. Il n'a aucun engagement, aucun désir, il tourne le dos au problème, et il attend que 5 heures arrivent pour partir. Vous avez l'image inverse, ils sont en orange en haut. Le désir très fort. Eux, tous les jours, ils en font un peu plus. Tous les jours, ils vont amener leur ordinateur portable à la maison. Ils vont même travailler le samedi. Et puis encore un coup le dimanche. Et puis un coup les vacances. Et puis s'il n'y a personne autour de la famille pour dire arrête, ils continuent. Ils ont un engagement terrible. Et vous voyez que le plaisir, le barycentre est là, le plaisir est très faible. Donc ce hiatus-là, parce que quand je vous ai dit que le désir doit précéder le plaisir, mais bien sûr que le plaisir doit arriver après le désir. Il est normal que quand vous avez un investissement, vous faites de l'investissement, vous voulez un retour à un moment donné sur investissement. Vous imaginez quand vous êtes de désir là, qu'à un moment donné, le plaisir, il va être à la hauteur. Et vous savez, quand on est en orange là, il y a un différentiel, il y a un hiatus entre ce que vous avez simulé et ce que vous obtenez. Comment ça s'appelle? Burn-out. Quand le plaisir n'est pas tel que vous l'aviez imaginé, ça s'appelle burn-out. Car le sujet a atteint peut-être les objectifs au travail, et puis on oublie. Alors le PDG va dire au DRH, je te rends compte, on lui a donné tous les objectifs, il les a atteints, et personne ne le sait, mais il n'y a que eux deux, tu te rends compte, il y en avait déjà une centaine avant qui ont tous failli, mais lui il a réussi. Et il est bon, hein. Bon, bah tu lui rajoutes une prime. Et puis c'est tout, on passe à autre chose. Mais est-ce que vous croyez qu'au niveau des systèmes de gratification du cerveau, ça, c'est très fort dans l'axe-là? Une prime? Non, c'est un moyen de véhiculer une information. Mais ce n'est pas ça qui est le plus gratifiant pour le cerveau. Car vous devez le savoir comme moi, que ce qui est le plus gratifiant dans le cerveau, c'est la reconnaissance sociale. Cette personne qui a un investissement terrible, bon, on ne rentre pas dans les détails, ils ont toujours à peu près la même histoire d'ailleurs, dans un vécu, ils partent avec un déficit dans la reconnaissance. Alors ils croient, pour des raisons vraies ou pas vraies, que dans la fratrie, les frères ou les aînés ont mieux réussi que les parents ont plus aimé les autres. Enfin, ils partent avec un déficit et donc ils disent dans le monde professionnel, je vais prendre ma revanche, on va m'aimer, on va me reconnaître. Et parfois, ça n'arrive pas. Et ce qu'on a oublié là, c'est de dire aux personnes combien ils étaient fortes, combien ils ont réussi, que d'autres ont failli et que eux sont les meilleurs. On oublie de leur dire ça. Donc, voici ce qu'il ne faut pas être, voici ce qu'il faut être. Et puis, vous me semblez en bonne santé, donc mentale, vous me semblez être plutôt dans les verts. Et oui, dans les verts, désir et plaisir sont au rendez-vous. C'est le propre des groupes de travail inférieurs à 25. Alors, on cherche aujourd'hui très activement. Pourquoi? Je n'ai pas encore la réponse. Mais on sait que quand un groupe travaille dans un groupe inférieur à 20-25, il y a une contagion qui se fait facilement de désir et de plaisir. Et donc le groupe se quitte le vendredi soir, et donc vous comprenez pourquoi c'est le propre des startups. Vendredi soir, tout le monde s'en va, sans aucune consigne, bon week-end. Et samedi, par surprise, tout le monde se retrouve au travail à 10h, peut-être certes, sans être rasé, sans être maquillé, en short avec les tongs, mais on est venu là, porteur de désir, et on trouve que c'est fun de venir là, et on partira d'ailleurs quand on aura fini sa mission de la journée. Vous voyez, désir et plaisir sont au rendez-vous. Et enfin, il y a les rouges là, je ne vais pas trop en parler, parce que quand désir et plaisir ne sont pas au rendez-vous, ce n'est pas une situation pérenne. Ils quittent l'entreprise ou on les vire. Mais on ne reste pas dans une situation où, dans le comportement, plaisir et désir ne sont pas en rendez-vous, ce n'est pas pérenne. Alors, je vais accélérer puisqu'il me reste 10 minutes.
Ah oui, oui, oui. Là, je donne ce message aux managers. Ne dites jamais cette compétence, ce trait, si désir et plaisir sont là, voilà, il devrait l'acquérir. Ne pensez pas qu'il existe un plafond de verre au-delà duquel cette personne ne pourra jamais le faire. En 2012, donc, je passe une de mes parties de mon travail à Harvard, on a implanté des électrodes dans le cerveau d'une dame et vous allez voir le pouvoir de la pensée, de la volonté, de l'effort, puisque grâce à ces électrodes enfoncées dans son cerveau, elles font 7 cm, eh bien ce bras peut se déplacer. Et cette dame qui était propre, qui buvait et qui mangeait quand on s'occupait d'elle, retrouve ici déjà une autonomie, puisqu'elle va être capable de porter la paille dans sa bouche et boire quand elle veut. Vous voyez ici la notion d'effort conduisant à la récompense est telle que l'on n'avait jamais imaginé que le cerveau puisse, alors qu'il puisse acquérir de nouvelles compétences en piratant des territoires voisins. C'est ce que j'ai malheureusement sauté dans les diapos précédentes. Mais là, je vous montre que le cerveau, s'il est assez motivé, il peut carrément quitter le corps et travailler, par exemple, avec un robot. Et c'est ce qui est en train de se passer là. Cette dame, elle a revécu la naissance comme nous avons vécu nos premières secondes expulsées de l'utérus, où on a commencé à penser et voir comment cette pensée pouvait se transformer en action en bougeant nos muscles. Eh bien, vous voyez ici qu'elle refait la même chose, comme si elle avait quelques heures d'existence. Et elle a réussi à pouvoir boire quand elle le souhaite. Donc, il n'y a pas de plafond de verre, on peut tout faire, les nouveaux talents, on peut les trouver en permanence, évidemment, à condition de trouver les conditions permissives pour que ce cerveau s'épanouisse. Et dans les quelques minutes qui me sont imparties, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le manager neuroamical, comme je vous l'ai dit au départ, on ne manage pas les gens, on les aime. En vertu de ce principe, vous devez comprendre que le cerveau social est la solution de tous les problèmes. Car il existe une loi dans la nature qui veut que notre cerveau est proportionnel à la taille du corps. Vous voyez, ça c'est le poids du corps. Et vous avez une courbe, une droite orange, avec un coefficient de corrélation parfait, qui fait qu'à chaque fois que vous attrapez un animal, vous le pesez, et vous pouvez prédire la taille de son cerveau, car c'est proportionnel. Alors il y a des animaux qui, malheureusement, ont un déficit, où ils peuvent se plaindre à Dieu, comme l'hippopotame, par exemple, vous voyez, vu son poids, eh ben, il est en droit d'avoir un cerveau plus gros. Vous voyez, Trump qui fait 100 kilos, à mon avis, il doit être proche du port, vous voyez. Il est dessous la courbe. Mais ce qui est intéressant, je suis certain, je vous vois très éveillé, vous avez vu qu'il y a des points qui sont au-dessus de la droite orange. Ça, c'est intéressant. Qu'il y a un surplus, vous prenez l'humain, il est là-haut, eh bien, avec ses 80 kilos en moyenne, son cerveau devrait faire 300 grammes. Or, il fait 1,5 kg. D'où vient ce surplus de matière grise? Ce n'est pas au manager que je vais le dire, parce que vous le savez mieux que moi. C'est complexe de gérer l'autre. Donc, ce cerveau est plus gros parce que ces 3 espèces-là sont des espèces sociales. Ils vivent en groupe. Ils vivent en groupe. Et d'ailleurs, vous avez là, on a pris tous les primates. Quand vous avez un coefficient de 1, c'est que vous avez un cerveau pile poil proportionnel à votre taille. Il y en a un seul primate qui est comme ça. Vous voyez, la taille de son groupe, elle est quasiment de 1. Pourquoi c'est pas 1? C'est parce qu'il va vivre en couple le temps de copuler. Et ça ne dure pas longtemps. Donc, la plupart de son temps, il est seul. Et vous voyez qu'ensuite, il y a un cerveau, c'est logarithmique, qui est 2 fois plus gros, 3 fois plus gros, 4 fois plus gros. En fonction de quoi? En fonction de la taille du groupe social. Ça, c'est un message positif sur l'arrivée des réseaux sociaux, qui sont uniquement là pour montrer combien notre cerveau a besoin de l'autre, a besoin de palper le pouls des autres. On n'est pas seul. Et d'ailleurs, ce qui est le plus violent pour le cerveau, c'est d'isoler une personne. Voilà l'expression du cerveau social. Le footballeur a raté son pénalty, il a les mains sur la tête. Eh bien, je peux dire qu'il fait preuve d'un grand charisme. C'est un grand leader. Car 80 000 personnes dans le stade ont les mains sur la tête. Et les neurosciences, aujourd'hui, nous permettent de définir ce qu'est le leadership et le charisme. Attention, il y a un principe ici que l'on appelle
l'appartenance. Car il y en a 2 qui n'ont pas les mains sur la tête, car ils ont les maillots jaunes. Vous voyez? Donc comprenez que vous serez suivi qu'à condition qu'il existe une appartenance. Lui et lui n'ont pas les mains sur la tête. Donc voilà, le leadership se définit à l'aune de ce cerveau social, qui est un cerveau qui veut que l'on imite l'autre, comportementalement, émotionnellement. Si je vous montre ce doigt-là qui est percé, normalement, vous auriez mal à votre doigt. Les serial killers n'ont pas mal. Ils n'ont pas de cerveau social. D'accord? Et cette expérience-là nous montre que ce désir dont j'ai mis tout à l'heure vraiment l'accent sur ma présentation peut être un désir mimétique. C'est ça le rôle du leader. J'explique et après je m'en vais. Bonbon Haribo vert ou bonbon Haribo jaune? Vous demandez aux étudiants, ils vous disent devant un bonbon Haribo vert, je préfère le vert qu'un jaune. Vous montrez un bonbon Haribo jaune, ils vous disent ah non, c'est acidulé. Ah d'accord. Et ensuite vous montrez un bonbon Haribo jaune. Donc le bonbon Haribo jaune seul a eu la note de 3 sur 10. Et comme vous voyez sur cette image, le bonbon Haribo vert a la note de 5 sur 10. Mais maintenant, si vous demandez à quelqu'un de prendre le bonbon Haribo jaune, et vous demandez qu'est-ce que vous voulez comme bonbon Haribo, le vert ou le jaune? Ceux qui vous ont dit ah le jaune, berk, 8 sur 10 maintenant. Il est devenu appétissant. C'est ce qu'on appelle le désir mimétique. Ton désir, cette expérience, j'aurais pu l'intituler « Ton désir devient le mien ». C'est ça l'exemplarité. C'est ça le leadership. C'est cette idée-là que nous sommes enclins à imiter l'autre, à condition de certains, évidemment, prérequis, notamment le sentiment d'appartenance. Alors, pour terminer, ne confondons pas, parce que pendant que je vous parle de cerveau social, vous dites « il abuse ». Moi, j'ai vu les insectes, j'ai vu les fourmis, elles sont extrêmement sociales. C'est vrai. Vous avez ici, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu Édith Cresson, mais Édith Cresson parlait du péril jaune. Je ne sais pas si elle parlait du frelon asiatique, parce que c'est ça le péril jaune aujourd'hui. C'est le frelon asiatique qui va détruire nos abeilles. Et les abeilles ici sont en train de se suicider. Elles font preuve d'altruisme. C'est une position égocentrée, l'altruisme. Vous le faites pour vous ou votre descendance. Mais ce dont je parle depuis le cerveau social, c'est l'invention de l'humanité, par l'humanité, pardon, de l'empathie, qui est un processus mental et cognitif qui nous permet de quitter notre corps, de se glisser dans la peau de l'autre et de voir le monde non plus à travers de nos yeux, mais à travers des yeux de l'autre. C'est ça l'empathie. Et vous voyez, cette abeille, même si elle a des gros yeux, elle n'est pas en train de prendre le point de vue de l'autre. Donc elle fait preuve d'altruisme, mais pas d'empathie. C'est pour ça que le leader, le manager neuroamical, est celui d'abord qui va jouer et comprendre les règles du cerveau empathique et de cerveau neuro-amical, eh bien, est celui qui est à l'écoute de l'autre. Vous avez commencé, et comme ça je finis la boucle, on ne motive pas les gens, on leur fait confiance. Et comment peut-on leur faire confiance? En les écoutant. C'est pour ça que je termine sur ce proverbe perse qui nous dit « Si tu as 2 oreilles, 2 yeux et une bouche, c'est pour écouter, voir 2 fois plus que tu ne parles. » C'est pour ça que je vais me taire. Merci beaucoup pour votre attention. Et pour ceux qui en veulent un peu plus,